mais le contenu du rapport, pour le moment, on ne le connaît pas, ça va être fixé par règlement. Et on doit aviser le ministre, le cas échéant, de découvertes importantes d'hydrocarbures ou de découvertes exploitables voulant dire qu'il y en a suffisamment pour que ça soit rentable de procéder à l'exploitation. Et donc, à ce moment-là, vous avez, quand vous avez fini cette phase d'exploration-là, la loi dit, le projet de loi disait que vous avez 4 ans pour passer en phase de production. Les amendements déposés cette semaine élargissent cette portée-là, la double à 8 années. Alors donc, pendant 8 années, vous avez l'épée de Damoclès au bout de votre tête, où on peut s'engager ou pas s'engager dans l'exploitation des hydrocarbures. Et vous allez voir tantôt que ce délai-là a une grande importance à d'autres points de vue. Bon, maintenant, les licences de production ou de stockage d'hydrocarbures, bien, en fait, là, il y a un ajout quand on passe à la deuxième phase. Là, il y a un nouveau partenaire qui rentre en ligne de compte, c'est la Régie de l'énergie. Mais la Régie de l'énergie, quand on va examiner ça, elle va le faire à la lumière des indications que va lui donner le gouvernement, puisque celui-ci va déterminer par règlement les éléments dont elle doit tenir compte et ceux sur lesquels elle doit se prononcer. Autrement dit, le gouvernement va fixer les balises du corridor à l'intérieur duquel va devoir agir la Régie de l'énergie. Bon, la Régie de l'énergie, c'est pendant l'Office national de l'énergie fédéral. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas un BAP, ce n'est pas une place où les citoyens peuvent aller exprimer leur inquiétude ou leur opposition à un projet. C'est un tribunal, on y intervient par avocat. Il faut donc avoir l'intérêt juridique suffisant pour intervenir là-dedans. Et disons que l'expérience qu'on a des dernières années avec la fixation des tarifs d'électricité nous a bien montré que l'efficacité, somme toute, assez relative de cet organisme-là pour nous protéger. Bon, une fois que la Régie a examiné le projet, elle va donner évidemment une réponse positive si elle pense que le projet correspond aux normes. Et là, évidemment, le processus normal d'examen par le ministère de l'Environnement va commencer. Donc, l'entreprise devrait produire une étude d'impact et il y aurait éventuellement un BAP, sauf sous réserve que le ministre considère la demande de BAP comme frivole. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'esprit du ministre frivole? On en a une idée actuellement avec Gaspé. À Gaspé, Petrolia est d'accord avec un BAP, la municipalité le réclame, la Chambre de commerce le réclame, les comités citoyens le réclament, bref, tout le monde le réclame, mais le ministre ne veut pas. Même si l'exploitation se fait en plein quartier résidentiel, lui, il habite 900 résidents, ce n'est pas comme les autres puits dans le coin de Murdochville, où c'est en TNO, un territoire non organisé, très loin de là. Aldeman, c'est en plein quartier résidentiel. Alors, après ce processus-là, si tant est que le ministre considère que ça prend un BAP, bien, à ce moment-là, le ministre émet la licence. Il faut bien comprendre que le ministre n'est pas lié par l'avis du BAP. Hein. Le BAP, c'est un organisme de consultation qui fait des recommandations au gouvernement, mais le gouvernement n'est pas tenu de les suivre. Bon, alors, évidemment, quand on a une licence de production d'hydrocarbures, ça nous donne le droit d'en produire et d'en stocker. Et là, nous, ça nous a inquiétés en stocker, parce que, vous savez, quand on fait de la fracturation hydraulique, ça prend beaucoup d'eau, en moyenne 20 millions de litres d'eau par puits. Et puis, on injecte de l'eau, un cocktail de produits chimiques avec du sable, mais il va ressortir 10 millions, à peu près la moitié de cette eau usée-là, qui comprend des contaminants chimiques, mais également des molécules qui étaient dans le sous-sol et qui remontent, des ions radioactifs, par exemple. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les eaux usées? Historiquement, qu'est-ce qu'on faisait? On les envoyait dans les usines de traitement des eaux usées des municipalités. Drummondville en a accepté pendant un certain temps. Après ça, ça a été Trois-Rivières. Puis il y avait le Coloré-Maire d'Huntingdon qui, lui, était prêt à prendre toutes les eaux usées du Québec là, pour les traiter. Mais qu'est-ce que les municipalités faisaient? Ils ne faisaient rien. Ils ajoutaient de l'eau, ils faisaient de la dilution. Et quand on avait atteint les barèmes réglementaires, on ouvrait la valve et on envoyait ça dans la rivière ou dans le fleuve. Alors là, évidemment, ça posait des problèmes parce que non seulement nos usines de traitement des eaux usées n'ont pas été conçues pour traiter des métaux lourds, des ions radioactifs, etc., mais bien de la matière organique. Alors donc, ça risquait ça de compromettre la capacité de nos installations sanitaires de faire le job pour lequel ils ont été conçus.
Alors, donc, le gouvernement américain, il y a à peu près un mois et demi, a interdit aux municipalités de traiter les eaux usées qui viennent de la fracturation. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien, on utilise les vieux puits, les vieux réservoirs, puis on injecte les eaux usées dans ces vieux puits-là. Mais ça a des conséquences géologiques. Alors, ça provoque des tremblements de terre. Alors, par exemple, dans la région d'Oklahoma, il y avait historiquement à peu près 2 ou 3 tremblements de terre par année. Depuis qu'on a commencé à faire ça, on en a 2 ou 3 par jour. Et là, récemment, il y en a eu un très important, 5,6 sur l'échelle de Richter. Et si vous allez sur Internet, vous regardez Oklahoma, vous allez voir les maisons sont fissurées un peu partout. Et au Canada, on en a eu aussi des tremblements de terre liés à la fracturation en Alberta et en Colombie-Britannique. Alors donc, on est un peu inquiet de ce que ça voudrait dire d'utiliser éventuellement les réservoirs ou les vieux puits pour en stocker finalement des eaux de rejet. Bon, on nous dit aussi que la licence qui va être accordée par le ministre, bien, celui-ci peut prendre toute décision dans la mesure où elles sont compatibles avec la loi. Mais en droit, il y a une différence fondamentale entre être conforme à la loi et être compatible. Être conforme à la loi, c'est faire ce que la loi demande. Être compatible avec la loi, c'est faire tout ce qu'on veut, sauf ce que la loi interdit formellement. Donc, ça nous donne une marge de manœuvre, ça donne au ministre une marge de manœuvre considérable pour décider ça. Alors, d'autres droits associés à la licence de production, bien, la licence, elle est bonne pour une durée de 20 ans, renouvelable. Et ça, ce 20 ans-là, qui est une longue période, bien, essentiellement, c'était le temps que réclamaient les compagnies gazières quand, dans la période 2008 à 2012, là, il y a eu de la fracturation hydraulique dans les basses terres du Saint-Laurent. Moi, j'en ai vu un de ces contrats-là. C'est un contrat qu'on appelle en droit léonin, au sens où il penche comme la tour de Pise, là. Il penche toujours sur le même côté, et ça penchait du côté des exploitants. Je donne des exemples. Dans ces contrats-là, l'exploitant pouvait creuser des puits et prendre tout l'eau qu'il avait besoin. Imaginez-vous là, une nappe phréatique, ça peut alimenter l'ensemble d'une communauté. La compagnie, elle creusait son puits, il siphonnait tout ce qu'il y avait dans l'aquifère, et ça, c'était dans le contrat, on avait le droit de faire ça. S'il y avait un litige avec la compagnie, le tribunal compétent, c'était la Cour supérieure de l'Alberta. Alors, donc, il fallait que les cultivateurs québécois se promenaient en Alberta pour défendre leurs droits. Alors, il y avait des choses assez étonnantes dans ces contrats-là, mais c'est vraiment comme ça qu'on a traduit dans le projet de loi avec des permis qui sont bons pour une vingtaine d'années. Et encore une fois, c'est pour permettre aux compagnies d'aller chercher du financement. Non seulement on nous a dit ton permis c'est un bien, et donc tu peux l'hypothéquer, tu vas aller chercher du financement, mais ce bien-là, il est bon pour une vingtaine d'années, alors tu as le temps en masse de devenir riche avec tout ça. Ce que ça veut dire pour les groupes de citoyens qui luttent contre ça, c'est que nos adversaires, maintenant, c'est plus les compagnies juniors québécoises, les Junex, Petrolia, Gaston et compagnie, mais c'est éventuellement les banques qui vont avoir financé l'exploitation pétrolière. Donc là, on voit que la bataille, la lutte risque d'être beaucoup plus compliquée à cause des partenaires qui rentreraient en ligne de compte. Bon, pour faire l'exploitation aussi, là, on a un droit d'accès, comme en période de production, de recherche, et là, en plus, il ajoute un droit d'expropriation. Alors là, le ministre nous dit, ben non, mais ne vous inquiétez pas, là, il n'y en a jamais eu d'expropriation depuis que cette loi-là existe, puis la loi sur les mines existe depuis 1880. Alors, arrêtez de vous énerver avec ça. La réalité, c'est que la loi ne permettait pas l'expropriation des terres privées. Elle permettait l'expropriation des terres concédées ou louées par l'État. Vous savez, en Beauce, par exemple, les producteurs de sirop d'érable, ils louent des terres publiques, des terres de la couronne, puis ils étendent leurs installations pour augmenter leur production. Ça, c'est des terres sur lesquelles il aurait pu y avoir expropriation. Mais les terres privées, c'était interdit. C'était seulement sur ces terres-là. Alors, il n'y en a pas eu parce que la loi ne le permettait pas, mais aujourd'hui, la loi le permettrait si le projet de loi est adopté, et en conséquence, c'est un appel aux compagnies gazières et pétrolières à allez-y exproprier, puisqu'effectivement, la loi maintenant vous le permet. Bon, là, le ministre, dans ses amendements déposés jeudi, a dit
amendement très important, l'expropriation va se faire selon la loi de l'expropriation. Bien, c'est pas un amendement, ça. La loi existe déjà et toutes les expropriations au Québec doivent se faire en conformité de cette loi-là. Ça, il n'y a pas de... Alors, cette assurance qu'on veut nous donner, parce que le ministre a dit, oui, mais ne vous inquiétez pas, si jamais on allait jusqu'à l'expropriation, ça va se passer devant un juge. Bien sûr que ça va se passer devant un juge, mais quand c'est marqué dans la loi, le juge, il ne discute pas de la pertinence de l'expropriation, puisque la loi le permet. Il passe directement à l'étape suivante, qui est combien vaut l'installation qu'on veut exproprier. Alors donc, cette garantie-là que prétend nous donner le ministre, en fait, c'est un miroir aux alouettes. Il n'y a aucune garantie supplémentaire qui est donnée. Et donc, on nous dit aussi que celui qui produit des hydrocarbures doit produire un rapport mensuel et payer des redevances. Mais là, les redevances, on ne les connaît pas parce qu'ils vont être fixés par règlement. Dans la loi sur les mines, on les connaissait. Et là, c'est un recul parce que les députés à l'Assemblée qui vont voter la loi ne savent même pas combien ça va rapporter. Vous savez, quand on juge un projet, normalement, on regarde d'un côté les avantages et les inconvénients. On essaie de voir si les avantages l'emportent sur les inconvénients. Mais cet exercice démocratique fondamental, les députés ne pourront même pas le faire, parce que vous savez, la loi est adoptée par l'Assemblée nationale, mais les règlements, c'est le gouvernement qui les adopte. Alors donc, il y a encore là un recul assez important. Les conditions spécifiques aux conditions aux licences de stockage, c'est la même chose, il faut faire un rapport donc avec la quantité de substances injectées, donc on voit que ça pourrait servir là, à d'autres fins éventuellement. Le contenu de le rapport, évidemment, sera fixé par règlement. Bon, alors donc, il y a 3 phases, recherche, production, stockage, éventuellement d'hydrocarbures, mais à l'intérieur de ces phases-là, il y a différentes étapes, il y a différents procédés qui vont être utilisés, et pour chacun d'entre eux, ça prendra aussi une autorisation ministérielle pour les levées géophysiques ou géochimiques, pour les sondages, pour les forages, pour les complétions, pour le parachèvement, le reconditionnement. Et effectivement, les conditions, on ne les connaît pas non plus, ça sera éventuellement défini par règlement. Et pour la fermeture des puits, bien encore là, effectivement, ça va exiger une autorisation ministérielle, puis l'approbation d'un plan de fermeture. Et là, on nous dit que pour passer d'une fermeture temporaire à une fermeture définitive, parce que c'est là que vont commencer la computation des délais dont je vais vous parler ultérieurement, il y a encore un délai de 4 ans. Donc, on a 8 ans pour passer d'une phase à l'autre et on a 4 ans pour fermer définitivement un puits. Pendant toute cette période-là, c'est inscrit dans le registre public consulté par les notaires, avec éventuellement des conséquences là, pour la valeur des propriétés et sur une période de temps là, qui est très longue. Il y a aussi une disposition qui dit que nul ne peut déplacer, déranger ou endommager une installation érigée en application de la présente sous-section. Alors donc, ce que ça indique, c'est que si vous avez le malheur d'avoir une tête de puits qui est restée sur votre propriété après que les gazières et les pétrolières soient passées, bien, vous êtes responsable. Si vous accrochez la tête de puits avec votre machinerie agricole, bien là, vous êtes responsable. Puis refermer un puits, écoutez, le puits de la présentation près de Saint-Hyacinthe, on l'a fait 2 fois. À chaque fois, ça a coûté entre 500 000 et 1 million, et on n'a jamais réussi à le fermer complètement, puisqu'il y a encore des fuites. Là. Alors, donc, ça peut avoir un impact sur les cultivateurs. Est-ce que les assureurs accepteraient d'assurer un agriculteur qui a un puits sur son terrain? Je ne sais pas. Chose certaine, c'est un risque supplémentaire, et vous savez comme moi que les compagnies d'assurance fixent les primes en fonction des risques. Alors donc, vous risqueriez d'avoir à tout le moins une augmentation de la prime. Pour la réhabilitation du site, alors le puits est fermé définitivement, mais vous avez vu les illustrations que Marc nous a montrées, les camions, toutes ces installations industrielles qui sont promenées sur le site. Donc, il faut réhabiliter le site. Et là-dessus, la CPTAQ, comme le mentionnait Marc, a été très, très faible. Parce qu'eux, ils ont calculé que ça ne prenait pas tellement de terre pour faire de l'exploitation gazière.
puis après ça, on remettait tout en état. Donc, il n'y avait pas d'obstacle à l'agriculture et on a concédé que oui, ils pouvaient le faire. Mais il y avait eu d'abord, je dirais, un message politique très important qui avait été lancé par le gouvernement dans le cas de Ramasca. Vous savez, cette installation qu'on voulait faire dans le coin de Lévis. Le gouvernement avait clairement indiqué à la CPTAQ qu'il voulait se mêler du dossier, que ça ne la regardait pas et que s'il s'en mêlait, il allait modifier la loi en conséquence. Donc, on avait passé le message au commissaire de la CPTAQ de dire, si vous voulez garder votre poste, mêlez-vous donc pas de l'exploitation du gaz de schiste. Et en conséquence, les décisions sont allées un peu dans ce sens-là. Donc, mais pour faire la réhabilitation, pour revenir à la question, bien là, effectivement, le gouvernement va être en mesure d'imposer une garantie financière. Il peut même exiger une garantie supplémentaire s'il juge que le plan de la compagnie n'est pas réaliste. Bon, alors après ça, la compagnie doit engager un expert, il évalue si la réhabilitation s'est faite conformément au plan, et après ça, bien là, l'inspecteur passe, il dit oui, ça s'est fait selon le plan, bravo, alors je vous remets votre garantie financière, et maintenant, vous n'avez plus de responsabilité, commence la responsabilité des citoyens et de l'État. C'est-à-dire que si les puits commencent à fuir, puis que ça prend un certain temps après que tout ça va s'être passé, c'est nous qui allons devoir assumer les coûts de ça. Il n'y a pas dans le projet de loi un fonds commun comme il existe en Alberta, où effectivement, quand c'est une compagnie qui fait faillite ou quoi que ce soit, ce n'est pas les citoyens et le gouvernement qui paient, mais c'est le fonds mis sur pied par les compagnies. Alors, il n'y a pas de tel projet dans le projet de loi, il n'y a pas de tel mécanisme prévu dans le projet de loi. Et moi, je dirais que je suis d'assez près la jurisprudence en matière minière, et vous devriez voir comment les juges s'arrachent les cheveux pour essayer de comprendre la responsabilité des uns et des autres. Parce que qu'est-ce que les compagnies font? Bien, ce n'est pas les compagnies qui engagent des sous-contractants, ils forment d'autres compagnies. Puis là, c'est des sous-contractants, du sous-contractant, du sous-contractant. Quand ça va mal, la compagnie a le bout fait faillite, puis les autres disent, nous, on n'est pas responsables. Prenez l'exemple, Anticosti, ce n'est pas Petrolia qui est là, c'est une société qui a été formée par Petrolia, qui, elle, s'est associée avec le gouvernement, Corridor Ressources, puis Morel et Prom. Énergie-Est, le grand tuyau, c'est la même chose, c'est pas TransCanada qui est responsable. C'est la compagnie qui a été formée par TransCanada qui aurait la responsabilité de ça. Alors donc, c'est assez risqué de ne pas avoir de fonds communs parce que les compagnies peuvent facilement, s'ils sont encore existantes, faire faillite. S'ils sont plus existantes, bien là, évidemment, c'est nous qui devons payer. Les raccordements, mais ça, là, au moins, les raccordements, là, dans les amendements déposés jeudi, on a enlevé ça. Ça ne s'appelle plus des raccordements, ça s'appelle des pipelines. Le gouvernement, je pense, a compris que sa petite tactique ne fonctionnait pas, qu'on savait de quoi il s'agissait, donc il y a du temps qu'à être transparent, allons-y. Alors, encore une fois, pour les gazoducs et les oléoducs, bien, ça va demander une autorisation ministérielle et ça doit passer par la Régie de l'énergie qui va l'adopter si on considère que le projet correspond aux meilleures pratiques généralement reconnues. Donc, encore une fois, c'est l'autorégulation essentiellement qui est en cause là-dedans. Et le ministre, une fois de plus, peut convenir des conditions à condition que celles-ci soient simplement compatibles avec la loi. Et donc, il n'y a pas également une obligation de le mettre en état. Là, ça va de soi, ça existe aussi. Bon, je passe assez rapidement à la responsabilité. Bien, la responsabilité est limitée. C'est-à-dire qu'on oblige les sociétés à avoir une assurance pour un montant X qui était dans le projet de règlement qui a été déposé récemment, qui est de 2 millions. C'est absolument ridicule, parce que 2 millions, là, c'est ce qu'on réclame la plupart d'entre nous. On a des assurances de 2 millions de responsabilité pour nos propres domiciles. Imaginez-vous qu'avec une compagnie gazière et pétrolière, les enjeux sont bien plus considérables que quelqu'un qui peut tomber sa galerie puis nous poursuivre. C'est vraiment... Mais au-delà de ça, il faut démontrer la faute. Alors, en matière de responsabilité civile au Québec, toujours la même chose, la faute, le dommage, le lien de causalité entre la faute et le dommage. Et ça veut dire quoi? Bien, quand il y a des assureurs qui vont être en cause, bien là, c'est un autre partenaire qui va rentrer. Si, par malheur, votre eau potable a été contaminée, puis que vous voulez poursuivre la compagnie, bien là, vous allez avoir l'intervention de la compagnie d'assurance, parce que c'est elle qui a assuré la compagnie gazière. Et donc, encore une fois, les adversaires vont être de plus en plus coriaces
et avec une obligation de dépenser des sommes considérables pour faire engager des experts qui vont se battre contre d'autres experts, puis aller en cours alors que ça va durer au moins une quinzaine d'années. Alors donc, au-delà de la responsabilité, il faut prouver la faute, et ça c'est encore plus compliqué. On nous dit aussi que seul le gouvernement peut prendre des actions, donc on limite l'action citoyenne par rapport à ça, et on nous dit que les poursuites pour faute sont autorisées. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait un peu le saut, parce qu'en droit, il y a un principe qui dit que l'inclusion de l'un, c'est l'exclusion de l'autre. Inclusio unius est exclusio alterus. Et en conséquence, le fait qu'on ait marqué ça, je dis, ouais, mais là, si la responsabilité, même s'il n'y a pas de faute, elle ne serait pas possible, ça, c'est très important. Je vous donne un exemple tout de suite. La cimenterie dans la région de Québec, cimenterie Saint-Laurent,